Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la Minute Litho, je vais vous raconter une histoire. En principe, les pierres sont plutôt bénéfiques pour la plupart des gens, mais quelquefois dans l'histoire, il y a eu des diamants, surtout des diamants en fait, qui ont porté malheur à leurs propriétaires de génération en génération. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une de ces pierres un petit peu maléfiques, c'est le Grand Sancy. Alors il existe d'autres diamants et d'autres pierres qui ont porté malheur, mais il y a eu beaucoup de vidéos de faites dessus, alors que celle-là, j'en ai moins trouvé. Donc je me suis dit c'était une bonne idée. Et donc après une enquête approfondie, je vais vous raconter l'histoire du Grand Sancy. Le Grand Sancy, c'est quoi? C'est un diamant en forme de poire. Il est jaune très pâle. Il a 51 facettes et il pèse quand même 55,23 carats. On le différencie du beau Sancy, qui est un autre diamant, mais blanc, celui-là, qui fait 34 carats. Donc, je vous conseille de vous asseoir confortablement. L'origine du diamant proviendrait de l'Inde. Il faut savoir qu'au XIVe siècle, c'était le seul pays producteur de diamants. Alors, on suppose qu'il aurait été volé dans un temple. Alors, ce qui veut dire que peut-être que la malédiction a joué à cause de ça aussi. Parce que bien mal acquis ne profite jamais, et d'autant plus que si c'est un objet rituel à la base, peut-être que justement le fait de le voler, ça n'a pas arrangé les choses. Toujours est-il qu'il se retrouve dans les mains d'un marchand vénitien, et c'est le duc de Milan qui l'achète. Alors à l'époque, le diamant, il fait quand même 100 carats, c'est énorme. Il n'a pas été retaillé comme sa forme actuelle, mais voilà. Et il est appelé la balle des Flandres. Donc il l'achète pour sa fille, en cadeau de mariage, la belle Valentina Visconti. Et cette brave jeune fille, elle épouse le frère du roi de France. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, le roi de France, c'est Charles VI. Alors, il est complètement fou. Alors, vraiment, de la vraie folie. Hein. Il fait des crises de démence, il poursuit ses hommes dans la forêt en les prenant pour du gibier, complètement paranoïaque. Il a failli prendre feu à une époque, donc ça a rajouté à sa paranoïa. Il est complètement fou. Par contre, quand Valentina est à côté de lui, il est très calme, au point que vraiment, il ne peut pas se passer de sa belle-sœur. Et bizarrement, autour du roi, tous les gens affluents, ils meurent empoisonnés. C'est bizarre, hein? Alors, au bout d'un moment, ça commence à faire parler, et puis ils se disent... mais dis donc, la Valentina, là, elle voudrait pas mettre le frère du roi à la place du roi sur le trône? Est-ce que c'est pas elle l'empoisonneuse et la sorcière? Donc, parce qu'il y a d'autres héritiers potentiels à la couronne de France, et puis ils commencent à trouver que toutes ces morts autour de Valentina, c'est un petit peu étrange. Toujours est-il que du coup... son cher mari, Valentina, se fait assassiner par son cousin, qui est sur la lignée de l'accession au trône aussi. Et donc, il est assassiné par le monsieur qui s'appelle Jean sans peur. Voilà. Du coup, Valentina, elle prend la poudre d'escampette, elle va vite dans un couvent, et elle meurt quand même 1 an après de chagrin. Elle aimait vraiment tellement son mari qu'elle s'est laissée mourir. Puis elle n'avait plus d'intérêt à rester à la cour de France. Du coup, c'est Jean sans peur qui hérite du diamant. Voilà. Qui, lui aussi, il a quelques morts à son actif, on va dire, quelques manipulations politiques. Et il meurt lui aussi assassiné, voyez-vous. Donc comme ça... Jean sans peur, c'était un bourguignon, donc ça reste dans sa famille, on va dire. Et quand même, le diamant, il est tellement
on va dire, taché de sang, que on décide de le faire bénir, voilà, et on dit ah là là, ça va être le diamant qui va rendre invincible, c'est un diamant qui va faire gagner toutes les batailles, voilà. Et bah du coup, tous les héritiers des ducs de Bourgogne, ils portent ce diamant sur les champs de bataille. Voilà. Ils disent pas de problème, comme ça on sera fort, on sera invincible et on va gagner toutes nos batailles. Alors, au début ça marche plutôt bien. Hein. La bénédiction, elle a relativement bien marché. Les ducs de Bourgogne qui sont en bisbille avec notamment le roi de France, etc. Enfin, là, ça guerroyait tout le temps hein, à cette époque. Hein. Ça marche plutôt bien. Hein, voilà. Donc là, c'est Charles le Téméraire qui le porte à toutes les batailles. Franchement, vraiment, il est super fort. Et puis jusqu'au jour où on dirait que le diamant il marche moins bien, commence à perdre un peu. Bon, une fois, deux fois. Et puis un jour, sur une bataille près de Nancy, il perd le diamant. Et boum, il n'y avait pas de chance, il se fait transpercer par une hallebarde. Alors voilà, c'est ça une hallebarde, ça doit faire très très mal à la tête. Et donc la bataille est perdue. Quelques jours plus tard, les pilleurs sont passés, les loups aussi d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à reconnaître Charles le Téméraire. Et bien sûr, le diamant est disparu. On retrouve la trace du diamant chez l'évêque de Bâle. L'évêque de Bâle, c'est un monsieur qui aimait beaucoup les pierres précieuses, hein, et il a comme ça récupéré beaucoup de joyaux. Donc, notamment, il a aussi récupéré les trois frères, qui sont des spinels rouges, mais également notre beau diamant, le Sancy. De là, il est revendu à un banquier marchand, qui s'appelle Jacob Fugger, et ce monsieur le fait retailler en forme de poire, donc dans la forme qu'on connaît actuellement. Ce diamant est donc revendu à ce moment-là à la couronne du Portugal. C'est Manuel Ier qui est roi à l'époque. Alors, la malédiction du diamant continue quand même, hein, puisque la première femme de Manuel, Isabelle, elle meurt en mettant un garçon au monde, et le petit, pas longtemps après, malheureusement, lui aussi. Bon, alors à l'époque, malheureusement, ça arrivait relativement souvent. Il se remarie avec une Marie. Marie, elle devient folle et elle meurt de la variole. Voilà. Qu'à cela ne tienne, il se remarie une troisième fois, avec Éléonore, qui était la nièce des deux précédentes d'ailleurs. Hein. Bon. Donc, Éléonore, elle donne un fils à Manuel. Le petit, malheureusement, ne survit pas. Et cette fois-ci, c'est Manuel qui meurt de la peste. Donc, voilà. Ça a dégommé pas mal de monde. De là, s'en suivent quelques petites guerres de succession au niveau de la couronne portugaise, parce qu'il y a des revendications de l'Espagne aussi, enfin voilà, guerre de succession, et guerre tout court aussi, parce que c'est une époque où il y a quand même pas mal de guerres. Hein. Et donc, quand Philippe II d'Espagne envahit le Portugal, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en pleine guerre de succession. Hein. Donc, il y en a un qui est un petit peu plus futé que les autres, on va dire, qui est un fils illégitime, qui s'appelle Antoine, prieur de Crato, qui voulait monter sur le trône, mais quand il voit les envahisseurs comme ça, paf, il prend les diamants, il prend une partie du trésor et hop, il s'en va en France. Alors, il revend tous ses bijoux, alors soit à la couronne d'Angleterre, Élisabeth Ier, soit à la couronne de France chez Henri III,
bon, alors c'était pour lever des armées, pour reprendre le pouvoir là-bas. Bon, entre parenthèses, il a loupé, hein, il a jamais été roi du tout. Mais toujours est-il que notre diamant se retrouve auprès d'un collectionneur qui s'appelle Nicolas de Sancy. C'est lui qui va lui donner son nom, qui va l'appeler donc le Grand Sancy, parce que comme je vous ai dit au début, il existe également une autre pierre qui s'appelle le Beau Sancy, qui est un diamant blanc, et qui a appartenu aussi à Nicolas de Sancy, bien sûr. Donc c'est un grand collectionneur, il adore les pierres, il est un peu comme moi. Enfin, on collectionne pas les mêmes pierres, non. Et voilà, et ça lui arrive de prêter ses diamants, de prêter ses bijoux. Voilà. Et justement, Henri III, c'est un de ses grands amis, il lui dit, écoute, voilà, je suis en guerre. Alors là, c'est l'époque des guerres de religion, hein, c'est une période un peu trouble de l'histoire. Donc je suis en guerre avec mes voisins pour des histoires de religion, et j'ai engagé des mercenaires suisses, hein, enfin des gardes suisses. Seulement, il me faudrait un gage. Est-ce que tu peux me prêter ton diamant pour que je le mette en gage et puis pouvoir embaucher une armée? Nicolas de Sancy, bien sûr, on est amis pour la vie. Oh. Et seulement, les routes ne sont pas très très sûres. Et il envoie un messager avec son diamant et lui dit, c'est un homme de confiance, je veux absolument qu'il arrive chez Henri III. Donc le messager, il part avec le diamant. Bien sûr, pas de chance, il se fait attaquer. N'oublions pas que ce diamant est maudit quand même. Hein. Et le pauvre messager, il est tué. Alors on n'a pas retrouvé son nom, malheureusement, le pauvre. Et le Nicolas de Sancy dit j'ai vraiment foi en mon serviteur. Fouillez-le, je suis sûre qu'il a le diamant toujours. Et effectivement, on ouvre le ventre du malheureux, hein, il était mort, hein, il n'y a pas de souci. Et on retrouve le gros diamant. Donc déjà, pour avaler une gélule, c'est pas évident, mais lui, il pensait qu'il avalait un diamant de la taille d'un œuf quand même. Voilà. Bon, bref. Donc c'est Henri III qui récupère son diamant, une fois lavé, bien sûr. Voilà. Et alors là, on va rester dans le domaine scatologique. Puisque Henri III, c'était l'habitude à l'époque, hein, bien sûr, il reçoit ses gens sur sa chaise percée, autrement dit ses toilettes. Mais ça se faisait beaucoup, hein, à l'époque, on assistait au popo du roi. Et de là, il y a un moine qui vient lui présenter un dossier, et en fait, il sort un couteau et il éventre le roi. Donc il est mort sur le trône pour le coup. On arrête les jeux de mots. Donc voilà. Donc c'était un moine qui était fanatique. Hein, je vous dis, à l'époque c'était les guerres de religion. Hein, donc voilà. Donc malheureusement Henri III il meurt. Il désigne comme héritier Henri IV. Alors lui aussi, on sait comment il est terminé. Hein, assassiné par Ravaillac. Vraiment, pas de chance. Mais comme je vous dis, c'était une période un petit peu trouble aussi. Du coup, le duc de Sancy reprend son bien, hein, son diamant. En plus, ça tombe très bien parce qu'il a des petits revers de fortune. Et il a besoin d'un petit peu d'argent. Et il revend le Grand Sancy à la couronne d'Angleterre. Donc c'est Jacques Ier, roi d'Écosse et d'Angleterre, qui lui rachète. Jacques Ier, c'est un personnage un petit peu particulier. Il a beaucoup inspiré Shakespeare d'ailleurs, parce que il est absolument obsédé par les sorcières. Il voit des sorcières partout, il croit qu'il est hanté, voilà. Au point quand même qu'il a écrit un livre de démonologie et qu'il assistait aussi aux séances de torture de ces pauvres malheureuses qui avouaient tout parce que elles étaient soumises à ce qu'on appelle la question. C'était des séances de torture tout simplement. Et puis voilà, c'était son Netflix, on va dire, hein, voilà.
Donc, bon, pas terrible, hein, il était un peu fatigué, le monsieur, quand même. Hein. Son fils, le prince héritier Henri, il meurt d'une fièvre typhoïde à 18 ans. Donc là, ça lui met un grand coup, hein, encore un coup des sorcières. Et puis, le roi lui-même finit par mourir de dysenterie. Enfin, il a eu une crise cardiaque suite à une grosse dysenterie. Du coup, eh bien, c'est son fils numéro 2 qui monte sur le trône. Alors lui, il n'était pas du tout préparé à ça, surtout que on l'avait un peu laissé à l'écart parce qu'il était, il était très chétif. Bon, on suppose qu'il souffrait de rachitisme. Il avait une santé hyper fragile, donc il n'était pas censé devenir roi non plus. Donc il hérite quand même de la couronne d'Angleterre. Il s'appelle Charles Ier. Il offre le joyau à sa femme Henriette, qui était la sœur de Louis XIII, pour leur mariage. Alors, déjà, ça se passe mal parce que le jour du sacre du roi, sa femme Henriette, elle est obligée d'être dehors. On ne l'accepte pas dans l'église parce qu'elle est catholique. Bon, ça met un petit coup dans le mariage déjà. Ensuite, faut savoir que lors du règne de Charles Ier, il y a eu plein de guerres civiles et ça a fini par une révolution. Et oui, on croit toujours que c'est la Révolution française, le premier soulèvement. Eh bien, pas du tout. C'est en Angleterre que ça s'est passé. Et bien sûr, ils lui ont coupé la tête. Hein, voilà. On lui a reproché de la haute trahison envers l'État. Et puis, voilà. Du coup, Henriette, elle ne demande pas son reste. Elle retourne en France chez son frère Louis XIII, avec le diamant, bien sûr. Du coup, c'est le cardinal de Mazarin qui rachète le Grand Sancy. C'était un très grand amateur de pierres, donc il adorait vraiment tout ce qui était pierres précieuses, hein, forcément, hein, toujours. Hein. Il n'a pas eu une super fin de vie, on va dire, parce qu'il faisait des crises d'urée qui lui faisaient très mal, et surtout, il était couvert d'ulcères sur tout le corps, vraiment. Il paraît qu'il y en avait partout. Donc, il meurt. N'ayant pas d'héritier mâle, forcément, hein, c'est un cardinal. Hein. Donc, il donne toute sa fortune à la couronne de France. Donc, c'est à Louis XIV. Alors, vous allez me dire, oh, c'est bon, Louis XIV, lui, il a eu une super vie. C'était le roi Soleil. Oui, mais non. Parce que Louis XIV, il a vu quand même tous ses fils mourir. Et tous ses petits-fils mourir aussi. Voilà. L'héritier suivant, ça a été son arrière-petit-fils. En plus, Louis XIV, pour un grand roi comme ça, il est mort d'une gangrène. Il aurait pu mourir d'une maladie... il n'y a pas de maladie plus noble que d'autres, mais là, une gangrène, c'est pas génial. Hein, une gangrène mal soignée, avec une semaine de souffrance. Bon, bref. C'est donc Louis XV, l'arrière-petit-fils de Louis XIV, qui a enfin le trône de France et les joyaux de la couronne. Louis XV, ça a été un roi très impopulaire. Vraiment, pendant toute sa carrière de roi, ça n'a pas été ça. Hein. Le peuple français ne l'a jamais aimé, à un tel point que le jour de sa mort, on a dû faire un écart pour pas lui faire traverser Paris. Et le jour de sa mort, les Parisiens, ils ont fait la fête dans les rues pour dire ouais, enfin le roi est mort. Vraiment, c'est pas le roi est mort, vive le roi, mais là c'était un soulagement pour tout le monde. En plus, il est mort de la variole, c'était pas une maladie très sympathique non plus. Du coup, lui aussi, donc, il avait eu tous ses fils morts. Donc, c'est son petit-fils qui
a la couronne et les joyaux de la couronne, et son petit-fils c'est Louis XVI. Alors Louis XVI, alors en plus il est, alors le jour de son règne, il est peint avec le diamant Sancy sur lui. Voilà. Marie-Antoinette, dans plein de tableaux, elle le porte. Là, eux, ils l'ont porté à profusion, ce diamant. Donc, tout le monde sait comment ils ont fini, hein, guillotinés. Alors aussi bien le roi, sa sœur, qui portait aussi, qui est représentée sur des tableaux avec le Sancy aussi, Marie-Antoinette, sa femme, et tous décapités. C'est la Révolution française. Voilà. Bon, l'héritier mâle, malheureusement, à 10 ans aussi, il est mort dans un cachot pendant la Révolution française. Donc vraiment, là, la malédiction, on va dire qu'elle a été à son comble. Hein. J'ai l'impression que plus on porte le diamant, plus la mort, elle n'est pas terrible. Hein. Toujours est-il que le diamant redisparaît. Alors, il a été volé dans le garde-meuble, pas que lui, hein, parce qu'à l'époque, il y avait les diamants comme le Régent aussi. Enfin, les bijoux de la couronne ont été tous volés pendant la Révolution. Et nous retrouvons la trace de notre grand Sancy en 1828. Et alors où? En Russie. C'est les Demidov qui... alors c'est Pavel Demidov qui le rachète. C'est un grand philanthrope, il est très noble, très riche. Par contre, il commence à souffrir dès l'âge de 38 ans de très grosses crises de rhumatisme. À titre anecdotique, le jour de son mariage, il a fallu le porter jusqu'à l'hôtel pour tellement il souffrait, il ne pouvait pas marcher. Voilà. Donc, il fait vivre à sa femme une vie un petit peu bohème, puisque il va de spa en spa, de crise en crise, et en plus, il paraît que c'était un homme très capricieux, très nerveux, très colérique. Donc voilà, toute sa vie, ça n'a pas été génial. Voilà. D'ailleurs, il meurt en 1840 exactement, d'une insuffisance cardiaque, à force d'avoir des crises, voilà. Et du coup, le diamant, le diamant, il repart en Inde. Voilà. Alors, c'est Sir Jamseti Jijiboy. Donc, j'espère que je le prononce correctement. Donc, c'est un riche marchand. Alors, lui, il a fait fortune grâce au coton et à l'opium entre l'Inde et la Chine, hein, via l'Europe, bien sûr. Et voilà, il achète le diamant. Alors, toujours est-il que donc ce diamant, il revient aux sources de son origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pendant un an, il l'a jamais porté, hein, mais il l'a gardé qu'un an. Pendant un an, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, est-ce qu'il a fait quelque chose, une cérémonie secrète, ésotérique, pour le rendre au temple des ancêtres, voilà, et que au bout d'un moment, peu importe, l'univers lui a dit non, maintenant qu'il est parti le diamant, il a suffisamment fait de catastrophes et de morts sur son passage. Voilà, toujours est-il qu'au bout d'un an, il le revend. Alors après, il a fait une sacrée plus-value, hein, parce que plus personne n'en voulait de ce diamant. Il l'a acheté 100 000 livres, hein, donc il l'a acheté en Angleterre, et il a revendu 1 million de francs à l'époque. Donc en un an, il a pris beaucoup de valeur. Hein. Alors, est-ce que ces pseudo-cérémonies pour le rendre bénéfique, ça faisait partie un petit peu d'une légende pour le revendre plus cher, ou alors est-ce qu'il a vraiment fait des choses pour enlever la malédiction? Je vous laisse choisir votre réponse. Mais toujours est-il qu'il le revend en 1906 au vicomte Astor. Et justement, ce monsieur l'offre à sa femme, Nancy
Langhorne, qui fut une femme politique assez célèbre. Hein. Et elle le portait sur sa tête en diadème. Il n'y a jamais eu de souci. Ils n'ont pas eu de problème. On va dire que la malédiction s'est complètement terminée. Et elle vend en 1964 le diamant au Louvre, où il y est toujours. Alors, si vous avez l'occasion d'aller au Louvre, n'hésitez pas à regarder ce diamant. Alors, le regarder pas trop fortement, on ne sait jamais s'il reste un peu de malédiction. Hein. Mais toujours est-il qu'il est au Louvre, là-bas. Voilà, je vous ai raconté l'histoire du Sancy. Donc, si jamais vous désirez que je vous raconte régulièrement des petites histoires comme ça de pierres maudites ou pas, hein, il y en a qui ont porté chance hein, quand même, hein, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager. Vous pouvez partager la vidéo, hein, un petit peu de culture, ça fait du bien. Et je vous dis à bientôt.